Alors la salle n'est pas encore pleine, mais on débute. Je suis très heureux d'être là pour vous parler d'un sujet passionnant. Et en fait, je vais essayer de vous réveiller après le déjeuner en vous parlant d'un fantasme. Le fantasme, c'est celui de la rencontre merveilleuse entre le grand groupe d'un côté et la start-up de l'autre, la carpe et le lapin. Et la vraie question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce mariage est réussi et qu'est-ce que ce mariage apporte? La bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est qu'en 2017, le mariage est réussi. J'en veux pour preuve un chiffre. Aujourd'hui, 100% des grands groupes, des grandes compagnies, se sont structurés pour pouvoir interagir avec des startups. C'est un premier point important. La seconde preuve, c'est ces deux individus, et à travers eux, deux événements emblématiques que vous connaissez tous. Il y a évidemment le Hub Forum, mais je veux parler de Viva Technologies d'un autre côté, de Station F d'un l'autre. Deux événements qui montrent bien la symbiose réussie par le marché entre d'un côté le grand groupe et de l'autre côté la startup. Alors nous devrions être extrêmement heureux, puisque finalement le fantasme est assouvi, et ces deux mondes très différents ont réussi à interagir, à se dire des choses. La vraie question que j'ai envie de me poser avec vous aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ces deux acteurs, le grand groupe et la start-up, ont finalement à se dire lorsqu'ils se rencontrent? Qu'est-ce qu'il y a derrière la promesse de ce mariage? Qu'est-ce que concrètement se joue derrière la rencontre de ces deux nouveaux mondes? Le piège étant que ces deux acteurs finalement se contentent de se regarder en chien de faïence sans forcément délivrer une promesse. Fort de l'expérience d'AXA et de l'expérience d'AXA avec les startups depuis, on va dire, 4-5 ans de manière assez musclée, je vous invite à partager ce retour d'expérience. Il y a deux manières un peu caricaturales de penser la collaboration entre un grand groupe et une startup. La première, c'est la prise de participation en capital, et la seconde, c'est le travail à une proposition de valeur commune. La première, je pense que vous en avez conscience, est la plus facile, la plus aisée. Beaucoup de grands groupes se sont lancés dans le lancement, dans la création, le développement de fonds VC, Venture Capital, les corporate VC tels qu'on les indique, et c'est finalement l'axe de collaboration le plus simple entre un grand groupe et une start-up. Pourquoi? Parce qu'il suffit de prendre un peu de capital à son bilan pour un grand groupe, qui ont généralement des bilans économiques assez conséquents. Il suffit d'aller sourcer en externe ou dans les directions financières quelques financiers rompus à l'investissement, et puis on lance une structure de corporate VC. Et on va dire que l'exercice de conviction se fait assez facilement en interne, dans le grand groupe, puisqu'il y a du ROI immédiat en jeu, puisque c'est de l'equity, et donc quand on investit du capital dans une start-up, quand on est dans un grand groupe, on s'attend à avoir un retour sur investissement. Donc l'exercice de conviction et la mise en place de cette première axe de collaboration est finalement assez facile, et il est d'ailleurs très répandu dans des entreprises comme AXA. Chez AXA, on a lancé le fonds qui s'appelle AXA Strategic Ventures en 2016, doté de plusieurs millions d'euros, avec comme mission d'aller investir dans des startups qui demain pourraient nous bousculer, voire nous disrupter. Le second axe de collaboration, il est intéressant, et je vais y passer quelques secondes, puisqu'il est plus difficile. Finalement, ce que peut apporter une start-up à un grand groupe, et vice-versa, un grand groupe à une start-up, c'est de travailler à une proposition de valeur commune, de développer une proposition de valeur client différente de la proposition initiale, notamment d'un grand groupe. Pourquoi c'est plus difficile? C'est plus difficile parce que pour deux raisons majeures. D'abord, l'intégration. C'est pas évident d'intégrer des nouveaux services par des startups, générés, conçus par des startups, à l'intérieur d'une offre existante. On parlera des enjeux notamment informatiques. Le second point important, c'est le point de la légitimité. À quel point un grand groupe peut faire un pas de côté dans sa proposition et dans son cœur business. Et on voit que ce n'est pas évident, notamment pour des business intermédiaires et notamment en assurance pour un acteur comme AXA. J'ai deux exemples pour vous à partager concernant en effet AXA et l'assurance. Le premier, c'est un programme Promium, qu'on a lancé à destination des professionnels, où pour la première fois dans l'histoire d'AXA France, on a vendu d'une certaine manière autre chose que de l'assurance. Dans ce programme, dans notre proposition de valeur, évidemment, en tant qu'assureur, nous étions là pour dire à des professionnels que nous pouvions protéger leur local, leurs locaux, leurs activités, et nous faisions d'une certaine manière traditionnellement notre métier d'assureur. Mais c'est la première fois qu'on a aussi, dans cette proposition de valeur, dit à un professionnel, à un client, à un prospect, je te présente, toi professionnel, des gens de bonne réputation, en l'occurrence des startups. Et donc dans ce programme Promium qu'on a lancé il y a 6 mois, un client AXA peut rentrer en contact avec Legal Start, QuickBooks, autant de startups qui vont l'aider et l'accompagner dans le temps sur des problématiques administratives et juridiques. Ce qui montre bien
pour AXA, la nécessité de faire des pas de côté par rapport à son produit, à sa valeur, à sa proposition de valeur d'origine, et donc la nécessité pour ça de passer par des startups. Le second exemple emblématique de ce que fait AXA avec les startups touche le monde du collaboratif. AXA, en l'occurrence, a noué depuis plusieurs mois, plusieurs années, à peu près 100 partenariats, dont une grande partie se joue avec des plateformes collaboratives. Et là, ce qui est très intéressant, c'est quand AXA décide d'accompagner des acteurs comme BlaBlaCar, WeCar, Upwork, Deliveroo, Uber demain, AXA finalement rentre dans une dialectique gagnant-gagnant avec la start-up. Qu'est-ce qu'apporte AXA à ces plateformes de l'économie collaborative? AXA, évidemment, apporte son crédit, apporte sa marque, dont elle est fière. Elle apporte aussi une condition d'existence de ces plateformes, puisqu'elle permet, en assurant les usages sur ces plateformes, à ces plateformes d'exister. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'en retour, ces plateformes apportent à AXA de l'innovation dans le produit, parce que ces plateformes nous bousculent en termes de proposition de valeur. Et puis ces plateformes aussi apportent une visibilité à la marque AXA sur un bassin d'audience dont la marque n'avait pas forcément l'habitude. Quelques exemples hyper concrets pour que vous compreniez vraiment précisément ce dont je parle. Quand vous prenez BlaBlaCar, eh bien, si vous avez un pépin dans un covoiturage, si le véhicule s'arrête, eh bien, nous avons une proposition Accès Assistance qui vous permet de vous prêter un véhicule pour vous permettre d'aller au lieu de destination classique initial. Autre exemple, si vous avez la chance d'être un cycliste sur Deliveroo, si vous avez un pépin, un accident de travail dans le temps d'un service, d'un usage de la plateforme, eh bien vous êtes protégé par AXA comme un contrat de travail d'une certaine manière, selon d'autres modalités. Proposition de valeur, investissement en capital. Alors là, je vais prendre la figure et la casquette du vieux sage, malgré mon jeune âge, et je vais vous donner 3 bonnes pratiques qui nous ont permis, nous, AXA, d'apprendre et de réussir à travailler avec les startups. Le premier, je suis très content de citer De Gaulle, pour le critiquer un petit peu, c'est la clarification. Le vrai enjeu pour une startup, c'est dès le début, dans la relation avec la startup, de préciser ce pourquoi on travaille avec une startup quand on a un grand groupe. Est-ce qu'on vient pour le capital ou est-ce qu'on vient pour une prestation classique? Si on mélange les deux et s'il n'y a pas cet exercice de clarification en amont, on va dans le mur. On a plusieurs exemples où, parce qu'on avait investi dans une start-up, on demandait de l'exclusivité, on demandait un peu de dumping sur le prix de la prestation, et finalement, la start-up comme le grand groupe était dans le désarroi et ne savait pas où elle allait. Donc la clarification, c'est quelque chose de très important en amont de la relation. La seconde bonne pratique, c'est le guichet unique. Beaucoup de start-upers sont venus notamment voir mes équipes et me voir en me disant on a le sentiment d'être baladé de service en service dans le grand groupe et de jouer un peu l'excité, l'innovateur de service, et que les start-up finalement s'encanaillaient avec nous et chacune des départements, chacune des directions venait nous faire défiler et on avait l'impression de perdre notre temps. La réponse, c'est vraiment, pour le grand groupe, de structurer une petite équipe pour fronter les start-up et éviter aux deux parties de perdre son temps. La troisième bonne pratique, elle est importante. Je pense que vous ne ferez pas forcément le lien entre l'image et mon propos, mais quand même, c'est finalement la capacité à travailler ensemble. Et donc, si vous n'avez pas développé, en tant que grand groupe, ce qu'on appelle des API, eh bien, vous vous trouvez dans l'incapacité de travailler avec des startups. Alors, l'API, c'est un jargon que je pense que vous connaissez, qui est juste cette capacité d'une machine à parler à une autre machine. Et ça, c'est fondamental parce que vous pouvez vous dire beaucoup de choses avec une start-up. Vous pourrez parler d'intégration, vous pourrez parler de valeur ajoutée améliorée. Mais si, in fine, la start-up n'est pas capable de se connecter à vos systèmes d'information, donc si vous n'avez pas, vous, grand groupe, développé ces fameuses API, vous n'irez nulle part. Et là encore, le temps sera perdu du côté de la start-up comme du côté du grand groupe. Pour conclure, je conclurai avec cette image de miroir. Il y a beaucoup d'excitation autour des startups. Et mon message, c'est de dire que la start-up est un magnifique miroir pour un grand groupe. Un miroir dans lequel le grand groupe peut prendre conscience de son inertie, de sa rigidité, de ses défauts. Mais en aucun cas, la start-up doit devenir l'idéal à imiter pour un grand groupe. Il n'y a pas de devenir start-up à toutes les organisations dans la société. Je pense au mot du président sur la Startup Nation. Je pense qu'il est dangereux pour les grands groupes de viser à devenir une start-up. La start-up est un stade d'adolescence d'une organisation qui est appelée à se développer. Elle doit rester un miroir et non pas un idéal. Pourquoi? Parce que sinon, la start-up pourrait devenir la solution de facilité de grand groupe pour échapper à sa propre transformation. Moi, grand groupe, je veux faire de l'innovation. Je vais aller créer une start-up en externe. Moi, grand groupe, je dois apprendre l'agilité avec mes équipes, je vais aller les envoyer en incubation dans une start-up. Moi, grand groupe, je dois faire de la croissance externe, je vais racheter demain une start-up. La start-up ne doit pas être la voie de facilité du grand groupe. Ce qui me permet de conclure
avec cette magnifique photo de Karl Marx dans ce lieu prestigieux qu'est la Mutualité, en disant qu'il n'est pas bon que la start-up devienne l'opium du CAC 40. Vive les start-up, vive les grands groupes et vive la République. Merci infiniment, Antoine.